Soignant face à la mort, un podcast de Doctors and Death. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec Solène Blanc, sociologue qui travaille dans le service des soins palliatifs au CHUV. Bonjour. Bonjour à tous. Merci de m'inviter aujourd'hui pour ce podcast. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, est-ce que vous pouvez un peu retracer votre parcours ? Oui, volontiers. Alors, je m'appelle Solène. Je suis doctorante à l'IHM, l'Institut des Humanités Médicales. Ça fait 3 ans que j'ai commencé mon doctorat. Je suis sociologue. Et puis, je travaille, comme vous l'avez dit, au service des soins palliatifs du CHUV, donc à Nestlé, l'hôpital Nestlé, aussi depuis 3 ans. Et est-ce que vous arrivez un peu à nous dire quelles sont vos activités quelque part ? Parce que je pense que pour le commun des mortels, entre guillemets, une sociologue dans un service de médecine palliative, ça fait un peu bizarre peut-être. Oui, c'est vrai. J'ai vraiment beaucoup de chance parce que c'est une position assez rare d'être chercheur en sciences humaines au sein d'un hôpital directement. Et je crois que c'est une première. En tout cas, on est très peu à pouvoir le faire. Mais j'ai été en fait engagée sur un projet national qui est tenu par le service des soins palliatifs qui s'appelle Understanding Altruism at the End of Life. Et qui est donc un projet qui s'est ouvert en 2023 et pour lequel ils ont engagé plusieurs doctorants, parce qu'il y a plusieurs sous-projets. Moi, je travaille en l'occurrence sur 2 sous-projets. Un qui porte sur le suicide assisté et le deuxième qui porte sur l'écriture des directives anticipées. Et dans ce cadre-là, je rencontre les patients pour leur demander tout simplement pourquoi ils ont décidé soit d'écrire leurs directives anticipées, soit de faire un suicide assisté. Mais c'est vrai que je travaille donc aux côtés des médecins, aux côtés des infirmiers, aux côtés de tout le service, ce qui me permet d'avoir une vraie vie de service, c'est ce que j'apprécie, et de garder un contact assez rapproché avec les professionnels de la santé dans ce cadre-là pour nous aider finalement à conduire ce projet au sein du CHUV, mais aussi dans les autres institutions en Suisse dans lesquelles ce projet il est mené. Et est-ce qu'en lien avec quelque part cette vie dans le service, vous pourriez nous raconter 2-3 expériences qui vous ont marqué personnellement ? Ouais, avec plaisir. Il y en a plein, plus que 2-3, mais c'est vrai qu'au début, il faut... moi, je suis chercheuse, je suis sociologue, j'ai été habituée à travailler dans des bibliothèques, à aller sur le terrain, mais plutôt de manière occasionnelle, pour aller rencontrer peut-être des patients ou des autres acteurs, c'est égal. Et là, je me suis retrouvée dans ce service qui est presque mon terrain finalement tous les jours. Donc il faut un peu s'adapter parce que c'était forcément il y a une règle et une vie de service auxquelles j'avais pas l'habitude. Mais c'est surtout une grande opportunité de pouvoir avoir une expérience, un œil tous les jours sur cette vie de service et sur le travail des médecins, des infirmières auprès des patients tous les jours. Donc moi, ce qui me plaît le plus et ce que je trouve génial, c'est de pouvoir entendre leur expertise avec les patients, leurs soins auprès d'eux tous les jours. Parce que moi, j'y ai pas accès, forcément, je suis pas thérapeute, donc j'ai pas du tout cet accès-là. Donc avoir ce retour, ces expériences, ça permet, je trouve, en tout cas pour les chercheurs, de faire un écho avec notre travail tous les jours, en tout cas de voir comment est-ce que on peut développer des projets avec les cliniciens. Ça c'est toujours notre rêve, c'est d'avoir des projets de recherche qui sont collaboratifs entre les deux. Soit d'ancrer les thématiques, les objets de recherche et les questions dans les discours qu'ils ont. Donc bon, ça fait beaucoup de théorie sur la question, mais je pense par exemple, lors des colloques ou des discussions dans les couloirs, je les entends parler des patients. Alors moi, j'adore aller leur parler un petit peu et dire « Ah, mais est-ce que tu veux en dire un peu plus ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que c'est pour toi ?» Et puis, dans le cadre des soins palliatifs, ce qu'on aime bien, ou l'atome crochu entre la recherche et eux, c'est de dire souvent ce que ça fait, nos ressentis lorsqu'on rencontre ces patients-là, et puis ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est plus quelque chose du quotidien. Moi, ce qui me touche plus, c'est cette relation au quotidien qu'on peut entretenir avec les cliniciens que des anecdotes un peu courtes, parce que une fois qu'on est plongé, en plus, c'est une vie quotidienne, quoi. Donc c'est toujours un peu plus... c'est vraiment ce côté-là qui me plaît. Et donc quelque part, en fait, est-ce que dans cette vision, vous avez remarqué par exemple une sorte de double jeu, une sorte de vision en fait,
différentes, quelque part, entre à la fois les cliniciens, par exemple, et les autres professionnels de la santé, que ce soit les aides-soignants, les infirmiers, etc., mais également avec les patients, qui ont probablement en fait un vécu et une vision de la chose qui est infiniment différente des professionnels de la santé. Donc, par rapport à une thématique en particulier? Non, par exemple, en fait, une vision générale de la chose, par exemple. Ouais. Entre les patients et les médecins ou les infirmières, c'est un peu difficile à dire parce que moi, j'ai pas l'occasion d'être avec eux. Est-ce qu'il y a des différences de vision entre les infirmières et les infirmiers et les médecins, par exemple? Par exemple. Ouais. C'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. J'ai pas trop vu de différence comme ça. Moi, j'ai plutôt l'impression que, après, c'est peut-être un peu naïf, hein, mais j'ai plutôt l'impression que, en tout cas, aux soins palliatifs, ils forment un front assez solidaire pour essayer de trouver qu'est-ce qui correspond au mieux pour le patient. C'est vrai que ça fait partie des visions et des missions des soins palliatifs, hein, de dire comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le soin coïncide avec ce que le patient souhaite vraiment, et pas comme quelque chose de chimérique, mais vraiment avec des vraies actions pratiques. Donc moi, je les vois plutôt comme une volonté de se trouver dans cette mission-là ensemble, à essayer de construire autour, etc. Donc c'est vrai que bon, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai pas trop vu au sein des patients, mais c'est vrai que je vois j'ai rarement. On a plutôt envie de parler des succès, en fait, la façon dont ils ont réussi à faire ça. Et moi, j'entends moins facilement plutôt les échecs autour de ça. Et est-ce que vous auriez, par exemple, quelques conseils pour ceux qui nous écoutent, pour quelque part mieux aborder la question de la mort, que ce soit avec les patients, mais aussi quelque part en colloque, où la question peut être abordée, c'est parfois un peu difficile de le faire. Oui, ça c'est une question qu'on se pose beaucoup, hein, même aux soins palliatifs, même tous les jours. Et moi, j'adore cette question parce que c'est vrai moi, mais aussi mes collègues, mes jeunes collègues, on parlait des doctorants qui ont été engagés, ça nous a beaucoup touchés, surtout au début, comme jeunes chercheurs, mais aussi avec on en a parlé aussi avec les infirmières, on a des jeunes infirmières qui travaillent, des jeunes médecins, et c'est toujours une question qui revient, comment est-ce qu'on fait pour rencontrer quelqu'un qui est en fin de vie? Comment est-ce qu'on fait pour se sentir confortable, hein, finalement, c'est toujours un peu ça la question. Il n'y a pas de réponse magique. C'est jamais facile. Les médecins, aux soins palliatifs, ils adorent dire N égale 1. Donc c'est vrai que il n'y a pas de solution magique. Les êtres humains, c'est des êtres humains et il faut commencer par ça. C'est ce que je veux dire. Parce que chaque cas va être différent. Il y a peut-être des gens, déjà les patients qui vont être à l'aise d'en parler et d'autres pas. Donc la première réponse, c'est de s'adapter. C'est de dire, je ne peux pas imaginer qu'il y aura un package d'outils qui vont m'aider à être à l'aise. Il faut reconnaître que c'est un sujet pas facile. Il faut reconnaître que c'est un sujet pas facile pour nous et pour les gens qui sont en face. Maintenant, il y a des personnes qui sont très à l'aise, etc. Ça appartient à chacun. Mais ça, on ne peut pas le gérer. C'est ce que je veux dire. La première chose que moi, j'ai apprise en rencontrant les personnes en fin de vie, c'est que tant que moi, je n'étais pas prête à les rencontrer, à aller discuter avec eux, il ne fallait pas que j'entre dans la maison ou dans la pièce. Des fois, c'était à l'hôpital, des fois, c'était à la maison. Donc, je me prenais toujours un instant et j'appelle ça me réaligner, mais c'est vrai, de se remettre un peu les pieds sur terre et dire, tant que je ne suis pas prête, je n'ouvre pas la porte. Tant que je ne suis pas prête à rencontrer cette personne et à être honnête, avoir une discussion avec elle, je n'ouvre pas la porte. La deuxième chose qui m'a beaucoup aidée, en tout cas pour tous ces patients, c'était aussi de dire, ça c'est quelqu'un du service qui me l'avait dit, c'est de dire, il faut reconnaître les moments, il faut être honnête avec la personne, il faut reconnaître les moments où il y a des émotions, que ce soit les leurs ou les nôtres. Et reconnaître, ça veut dire, la première étape, c'est de le remarquer. Bien sûr, c'est pas le mettre de côté et faire comme si rien se passait. Si le patient se met à pleurer ou moi, ou la personne qui est en face, il faut le reconnaître. Il faut dire, je vois que ça vous touche. Je vois que cette discussion, ça a l'air pas facile. Est-ce que je me trompe? Ou bien dire, moi, ça me touche ce que vous me dites. Et je pleure ou pas, ou je me sens peut-être pas à l'aise d'en parler. Mais c'est de le reconnaître en l'identifiant et en le verbalisant. Ça, c'est vraiment la deuxième chose qui m'a beaucoup aidée une fois qu'on s'est rencontrés, bien sûr, une fois qu'on s'est mis à discuter, etc. Mais surtout, ne pas le faire comme si c'était le elephant in the room, quoi. Le mettre de côté et de l'oublier. L'autre chose, donc là, c'est toujours avec les patients, hein, c'est pas tellement colloque, mais c'est de laisser la place au silence.
ça aussi. On peut se dire ça peut être gênant, etc. Mais dans le cadre, je crois que dans le cadre des personnes qui sont en fin de vie, ça permet aussi de se réaligner forcément, mais un petit peu de reprendre des forces. Que ce soit dans le cadre d'un entretien thérapeutique, entre un médecin et un patient, ou entre une sociologue et un patient, ou psychologue, etc. Des fois, les gens, ils ont besoin d'être à leur rythme. C'est la première chose qu'il faut leur laisser, c'est du temps. C'est du temps, c'est de l'espace pour qu'ils puissent, eux, se sentir à l'aise dans ce qu'ils ont envie de raconter, mais aussi pour nous, de l'autre côté, et puis pour justement laisser de la place à ces émotions s'il y en a. Donc ça, c'est les 3 choses qui sont beaucoup revenues. Et la 4e, c'est de traiter aussi ce que ça nous fait d'avoir rencontré ça. Donc de nouveau, c'est après la rencontre, mais il ne faut pas le laisser de côté. Il ne faut pas rester seul. Si c'est des choses qui ont touché, si on a eu des discussions difficiles, il faut aller en parler. Au sein du service, c'est toujours le mieux, c'est de le parler avec le supérieur hiérarchique, que ce soit, pareil, médecin, infirmière, sociologue, rechercheur. C'est de commencer par le supérieur hiérarchique s'il y a une relation de confiance. Mais il y a toujours des autres, en général, il y a toujours des autres personnes qui sont prêtes à entendre ça, donc que ce soit à l'échelle, j'imagine même. Moi, j'avais dans une autre entreprise, j'avais des écoutes, des téléphones pour écouter ce genre de choses, mais il y a toujours des espaces, il existe des espaces dans lesquels on peut parler de ce qu'on a vécu au travail. Donc pour les médecins, c'est pour ces espaces-là, pour n'importe quel travail, il y a toujours des gens qui sont là pour vous écouter. Donc en parler, dire pourquoi est-ce que ça nous a touchés, etc. Verbaliser de nouveau ou écrire. On peut aussi en faire des carnets, déposer, mais il ne faut pas le garder avec soi. Et puis l'autre chose souvent, c'est que sur la thématique de la mort, c'est que, en tout cas en soins palliatifs, il y a pas, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des gens qui sont prêts à en parler, puis il y a des gens qui ne sont pas prêts à en parler. Ça, c'est une question qui, des fois, je trouve qu'on le sent un petit peu avec le temps, à force d'avoir rencontré des personnes là, si la personne elle est prête à en parler, en général, c'est assez clair. Il y a des patients qui ont dit tout de suite « Ah, mais moi, je me sens prêt, j'ai toujours pensé à la mort, c'est des choses qui m'ont beaucoup travaillé depuis longtemps, j'ai aucun problème avec ça. » Ou bien des spiritualités qui, au contraire, sont aussi très proches de ces questions-là, donc ils n'ont aucun souci. Et dans ce cas-là, c'est l'occasion d'avoir une discussion décomplexée, quelque part, de prendre tout ce qu'il y a de bon de ces personnes-là. À l'inverse, quand il y a des gens qui ne sont pas prêts, il faut aussi savoir respecter ça. Je sais que peut-être avec la position de médecin, il y a toujours la question de dans quelle mesure est-ce qu'on doit ou pas annoncer que peut-être la mort est proche ou pas. Et je crois que la première règle, c'est toujours, en tout cas moi, on m'a toujours dit, il faut commencer par respecter le rythme de ce que la personne a dit, reconnaître, ce que je veux dire, c'est le chemin qu'elle a fait par rapport à cette question-là. Donc si le chemin il est encore tôt, peut-être il ne faut pas aller avec des questions, avec des thématiques sur ce qui se passe après la mort, etc. etc. Donc c'est de nouveau la question de l'adaptation. Ça, c'est des fois un peu plus difficile, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut partir en étant conscient que les gens ne sont pas tous à la même étape, et que s'ils sont prêts, en général, ils vont en parler facilement. Ça aide aussi à se préparer un peu à ça. Donc vraiment bien se préparer, avoir fait son chemin, en parler avec les personnes du service, les gens qui sont disponibles, de parler de ça dans notre service, mais pas le garder pour soi. Ça, c'est clair. Il faut faire un peu son chemin et le verbaliser le plus possible. C'est des conseils très complets. Ouais, vraiment. Et beaucoup de choses. Qui reflète aussi bien quelque part ce qu'on a eu dans les autres podcasts. Est-ce qu'il y aurait par exemple un dernier message que vous voudriez transmettre pour ceux qui nous écoutent ? Ouais, j'ai l'impression d'avoir parlé très vite, donc d'avoir dit beaucoup de choses. Il faut continuer premièrement, il faut continuer à réfléchir à ces questions autour de la vie et de la mort. Ça, c'est clair que c'est essentiel pour la suite, pour les médecins. Je trouve ça super ce que vous faites ici, parce que souvent, je trouve qu'on le met, comme vous le savez sûrement, mais c'est un sujet tabou, alors que quand on commence à le chercher un petit peu, on voit qu'il y a des thématiques qui ressortent un peu partout, donc il faut absolument en parler. Et puis, il faut continuer. Nous, on a aux soins palliatifs, on a de nouveau ces espaces où on peut se libérer, donc verbaliser, comme on l'a dit tout à l'heure, mais aussi où on peut réfléchir à notre position, peu importe le rôle qu'on joue, notre position lorsqu'on fait ces entretiens avec ces patients, on parle, nous, de réflexivité. Ça veut dire qu'est-ce que j'amène, moi, lorsque je rencontre le patient en termes de connaissances, en termes de savoir, etc., en termes de, comme on l'a dit tout à l'heure, de préparation.
et comment est-ce que ça va impacter ma relation avec la personne. Et des fois, on a des surprises bonnes, des fois mauvaises, mais de faire tout ce travail, de décortiquer un petit peu qu'est-ce qui se joue en fait autour de ces discussions de fin de vie, en termes de croyances, en termes de moments d'entretien, en termes de discussions, de thématiques qu'on va avoir, etc. Donc c'est vraiment un petit peu décortiquer, ouais, on a ces réflexions autour de ça, et c'est hyper important, je trouve, de continuer à les avoir en interdisciplinarité. Donc, de nouveau, avec les chercheurs, nous, on cherche toujours à plus de contact avec les praticiens, les cliniciens. Donc, on est toujours beaucoup ouvert à réfléchir à ces thématiques-là. Aujourd'hui, on parle de la mort, mais ça peut être d'autres choses. Hein. Mais de renforcer un peu ces liens avec les cliniciens pour pouvoir réfléchir à des thématiques cliniques qui pourraient aider en output. Donc, nous, c'est un peu notre objectif, mais pour idéalement aider également les cliniciens à être mieux outillés sur toutes les thématiques dont on a discuté aujourd'hui. Je pense un exemple où on a un petit peu essayé de faire ça avec ma collègue Clara Hassien, qui est l'autre doctorante, mais aussi, je ne vais pas toutes les nommer, mais toutes mes collègues du service soins palliatifs, dans le cadre de ce workshop réflexivité, on a identifié un moment qui, nous, les chercheurs, nous mettait un petit peu mal à l'aise avec les patients en fin de vie. C'était le moment de dire au revoir à la fin d'un entretien. Parce que, voilà, on ne sait jamais en soins palliatifs à quel moment est-ce que la personne va peut-être décéder. Comment est-ce qu'on dit au revoir à quelqu'un qu'on n'est pas sûr de revoir? Quel mot utiliser? Donc, c'est parti d'une blague, c'est parti d'observations qu'on a vécues, puis après, on se faisait un petit peu des blagues dans le service en disant, mais est-ce que je peux lui dire bonne journée, à bientôt, prenez soin de vous? Peut-être que c'est pas, c'est pas approprié pour ce genre de moment. Donc on se retrouvait un peu à se dire, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Comment est-ce que je vais lui dire au revoir? Quel mot je vais utiliser? Bonne journée, ça passe pas. Je vais lui dire bon courage. C'est un peu fataliste. Est-ce que je vais lui dire prenez soin de vous? Enfin voilà. Donc ce genre de moment, il nous a permis d'identifier que c'est pas facile pour quiconque, en discutant avec les autres personnes du service, pareil, médecins, infirmiers. En fait, c'est jamais facile. Et quand on en parlait, on a découvert plein de techniques. Chacun avait un petit peu son propre moyen de se dépatouiller de ce moment-là, enfin de créer un moment de au revoir avec lequel il se sentait à l'aise. Et typiquement, ça, pour moi, c'était un super exemple de travail où on pourrait faire encore plus avec les cliniciens, en apprenant comment, du côté clinique, en disant, nous, on a des moments assez timés, j'imagine. C'est les retours qu'on a. Hein, ils ne peuvent pas passer tout un après-midi, tandis que nous, sociologues, on peut passer plutôt un après-midi avec cette personne-là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une question de temps et de mettre fin à ce moment-là. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Enfin, ça peut avoir des conséquences importantes. Alors, c'est clair que d'en parler ensemble et de s'entraider pour ça, en disant, voilà, nous, les sociologues, on avait tendance à dire, on veut laisser du temps à la personne de parler, puis quand on laisse du temps, il y a toujours d'autres belles choses qui, en général, sortent à ce moment-là. Elles disent des choses toujours importantes au moment où on veut partir. C'est ça que je veux dire. Et puis elle disait, comment est-ce que les cliniciens ils gèrent ce moment, quels mots ils utilisent pour dire, voilà, c'est fini. Sans brusquer un peu la fin de l'entretien entre les deux, quoi. Donc voilà, ça c'était une thématique, par exemple, qui je trouve très important. Ça aide, ce que je veux dire par là, c'est que ça aide autant la recherche que la clinique d'en parler et de réfléchir aux conséquences que ça a autant en clinique et en enjeux de recherche autour de ces moments-là, quoi. Donc quelque part, en fait, favoriser l'interprofessionnalité. Bien sûr, ouais, c'est hyper important. C'est hyper important tout le temps. Ça permet voilà, on a parlé ça permet non seulement de parler de ses propres émotions, de sa propre pratique, mais aussi de réfléchir au sujet de demain et puis à créer des projets de recherche qui tiennent la route pour nous et à trouver surtout des conséquences, des façons d'aider la clinique pour demain dans les endroits où ils en ont besoin. Eh bien, merci beaucoup. Et merci à Fréquence Banane de nous accueillir. Merci beaucoup à eux. Et puis à bientôt.